Bonjour à tous, on va démarrer. Alors tout d'abord, je suis très content d'être devant vous ce matin. C'est un privilège pour moi de me libérer de mes activités professionnelles pour pouvoir vous parler des métiers de l'espace, du spatial en général. Donc, je vous montrerai au travers de la présentation. J'aimerais vous faire voyager au travers de la planète Jupiter. Donc on verra ensemble différents phénomènes liés à Jupiter. Par la suite, je vous parlerai de qu'est-ce qu'un satellite, qu'est-ce qu'une fusée, qu'est-ce que le centre spatial guyanais. Et enfin, je parlerai également de mon parcours, de qui je suis, qu'est-ce que je fais au CNES CSG. Et on terminera par les différents métiers qui existent au sein du centre spatial guyanais, pour pourquoi pas vous donner quelques idées. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un autre micro. Et si vous voulez me poser des questions à la fin, n'hésitez pas non plus. Voilà. Donc tout d'abord, je souhaite dire que j'étais un ancien élève du collège Gérard Holder, qui s'appelait à l'époque collège Zéphyr. Donc comme vous, hein, je fréquentais les couloirs, les professeurs, les mêmes matières. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir vous parler et vous montrer par la suite, après le collège, qu'est-ce que j'ai pu faire et quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Voilà. Pour ceux qui sont dans le fond, si vous ne voyez pas trop bien, n'hésitez pas, il y a encore des places. Et si vous ne comprenez pas certains termes, dites-moi et je répéterai. En tout cas, le but de cet échange, c'est de passer un moment agréable, de discussion. Ce n'est pas un cours comme vous en avez d'habitude, mais c'est plus un moment d'échange. Ah, super. Non, j'ai la 13. Parfait. Mille merci. C'est parti. Donc, je remercie aussi vos professeurs pour m'avoir invité. Et donc, on va passer une petite heure ensemble avec des questions-réponses à la fin. Voilà. Je sais pas, ça a switché tout seul. C'est passé à l'autre slide tout seul. Je sais pas s'il y a un minuteur. Non, bah c'est ok, c'est bon. C'est tout. On démarre par une explication de la planète Jupiter. Une question? Pas une question? Il y a un autre micro. Un, deux. Merci. Alors, je ne sais pas comment vous savez comme ça, mais comment vous allez aller à Jupiter? Tu peux parler plus fort? J'ai dit comment vous allez aller à Jupiter? Alors c'est une très bonne question, donc je vous expliquerai après comment on fait pour aller à Jupiter, quel est le trajet. Est-ce que c'est comme quand on va à Paris en prenant l'avion ou enfin, quels sont les itinéraires? Donc ça, je vous en parlerai après pour répondre à ta question. Okay. Alors comme je vous le disais, on va parler de la planète Jupiter. Donc, je vais vous expliquer quelle est cette planète et la mission qui va décoller du centre spatial guyanais dans 2 semaines. Donc c'est un satellite qui va voyager à Jupiter. Hop. D'entre vous connaît d'autres noms de planètes à part Jupiter? Je vous écoute. Neptune. Ok. Une autre planète, pas toi. Saturne. Il a dit Saturne, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Uranus, bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Mars, très bien. Vénus. Ensuite. Mercure. D'autres idées? Il en reste, hein? Alors Pluton, c'est une réponse intéressante. À l'époque, il était considéré comme une planète, mais maintenant Pluton n'est plus une planète. Elle a été déclassée, donc elle s'est appelée une planète naine, mais on ne la compte pas parmi les grosses planètes du système solaire. On ne la compte plus depuis 10 ans. Et la Terre, bravo. Donc du coup, cette
Et on va parler de Jupiter. Donc vous voyez, la forme de Jupiter, c'est un peu bizarre. C'est un mélange de jaune, de blanc, de gris. À votre avis, pourquoi elle est comme ça, cette planète? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a de l'herbe? Selon vous, qu'est-ce qu'il y a dessus pour qu'elle ait cette apparence? Oui. Parce qu'elle est faite de gaz, c'est une bonne réponse. Il y a encore d'autres phénomènes qui expliquent sa forme un peu bizarre, on dirait de la boue. Selon vous, pourquoi elle a, à part le gaz, pourquoi elle a cette forme un peu arrondie par moment? Pour notre photo. Pas le micro? Et plus précisément, il y a du vent, mais encore pire que le vent, il y a quoi? Des idées? Vas-y. Des tornades. Voilà, des tempêtes. C'est ce qui explique ces formes un peu ondulées par moment. Donc voici différentes images de la planète Jupiter. Je vais vous poser une série de questions sur cette planète. On va faire par zone. Donc il y aura cette zone-là où je poserai des questions, au fond, sur le côté, de manière à ce que tout le monde participe. Alors, première question. Donc la zone là-bas, tout au fond, selon vous, quel est le diamètre de Jupiter? Vous avez 3 réponses possibles, donc je serai gentil avec vous, je ne vous oblige pas à parler, mais faites un signe avec le doigt, donnez-moi la réponse. Donc si c'est 1, c'est comme ça, 2 comme ça, 3 comme ça. Allez-y. Chaque personne du coup. Alors ils ont proposé la réponse 3, est-ce que vous êtes d'accord? Alors du coup, la réponse, c'est la réponse 3, bravo. Vous aurez un petit crayon à papier à la fin de la présentation. Donc Jupiter a un diamètre de 142 984 km, qui est juste énorme. Et sur la photo, vous voyez la planète Terre à côté, pour vous montrer la différence de taille entre les deux planètes. Donc Jupiter, c'est l'une des plus grosses planètes du système solaire. Et pour information, la Terre, le diamètre de la Terre, c'est la réponse 1, 12 742 km. Alors, on va prendre ce groupe, donc la ligne du fond, plus la ligne avant la ligne du fond, comme ça. À vous de me répondre sur cette question. À votre avis, combien de lunes tournent autour de Jupiter? Alors, les lunes, ce sont des planètes. Enfin, ce ne sont pas des planètes, ce sont des astres célestes qui tournent autour d'une planète, en gravité, comme notre Lune à nous. Donc je vous écoute. Pareil, vous me faites un signe de la main. Alors j'ai du 3, ensuite du 1. Les autres? Allez-y, levez la main. Du 2. Du 3. Alors la bonne réponse c'est 45, donc c'était la réponse 2. La Terre, il y a combien de lunes qui tournent autour de la Terre selon vous? Alors vous voulez lever la main ou c'est la réponse? Ouais, donc il y a une lune que vous connaissez par cœur qui tourne autour de la Terre, alors que sur Jupiter il y en a 45. Pour vous montrer une échelle de grandeur et à quel point cette planète elle est énorme. Alors on va passer ici, donc ce petit groupe là, ce rang et ce rang. Selon vous, quelle est la tâche que l'on peut voir ici sur Jupiter? C'est un volcan, une tempête ou la trace d'un astéroïde qui s'est écrasé? Donc j'ai la 3, un astéroïde, ensuite 3, 1, ensuite
2, 3, 2. Alors déjà, vous savez ce que c'est un astéroïde ou pas? Vous avez déjà entendu parler de ce mot? C'est quoi? Vas-y. Alors c'est une partie de la réponse, effectivement, c'est un corps rocheux qui circule dans l'espace, tout simplement. Donc il a différentes origines, entre autres des bouts de planètes ou des bouts d'étoiles. Voilà. Donc la bonne réponse, c'était la réponse 2. Donc c'est une tempête que vous voyez ici. Donc cette tempête, elle est vieille de 350 ans et elle fait 3 fois la Terre en termes de diamètre. Donc c'est une tempête qui ne s'est jamais arrêtée autour de Jupiter. Et enfin, pour terminer, donc je pars de là et je vais jusque là, à vous de me répondre. Donc Jupiter est-elle la plus grande planète du système solaire, la plus ancienne ou la plus massive? Donc massive c'est la plus grosse, la plus vieille ou la plus grande? Du 3, du 3, du 3, du 1, j'ai pas de 2, du 3, du 1. Alors du coup, la bonne réponse, alors ça ne s'affiche pas très bien, mais les 3 réponses sont bonnes. Donc Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est la plus ancienne aussi, c'est elle qui a permis le développement des autres planètes autour. Et c'est la plus massive en termes de diamètre. Et pourquoi Jupiter a permis le développement des autres planètes autour? C'est parce que dans l'espace, il y a plusieurs astéroïdes qui auraient pu percuter les autres planètes, mais Jupiter étant tellement grosse, a réussi à les attirer de manière à ce qu'ils s'écrasent sur Jupiter et non pas sur la Terre. Donc elle a un rôle de protecteur pour les autres planètes du système. Tu avais une question? Micro? Comment on sait que Jupiter est la plus ancienne planète? Alors c'est grâce aux différentes observations qui ont lieu dans le passé. Donc il y a une sonde qui a analysé un peu les différents systèmes et via des analyses a démontré que Jupiter était l'une des plus anciennes, voire la plus ancienne, par rapport à ce phénomène d'attraction des astéroïdes pour éviter que les autres planètes soient atteintes aussi par ces astéroïdes. Alors pour vous réveiller un peu, je vais vous montrer un petit film. Géante, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah, bon, faut prévoir plus qu'un week-end. Neptune, tout là-bas, c'est à plus de 4,5 milliards de kilomètres. Elle ne s'appelle pas géante pour rien. Jupiter, c'est la planète la plus grosse, la plus massive du système solaire. Son diamètre, c'est 11 fois celui de la Terre. Et on pourrait faire tenir 1340 Terres dans le volume de Jupiter, 770 dans Saturne. Il y en a 769, là, j'ai compté. Cela dit, pour leur taille, elles ne sont pas si lourdes. Elles sont en fait assez peu denses. Saturne, par exemple, est moins dense que l'eau. Si on la mettait dans une piscine, Très grande piscine. très grande piscine, elle flotterait sans bouée. Et je voulais bien faire une petite randonnée. Ah non, ici, on voyage sans escale. Sur ces planètes, le sol n'est pas solide. Elles sont faites d'hydrogène et d'hélium principalement, soit à l'état gazeux, soit à l'état liquide. Seul le noyau silicaté tout petit est solide. C'est pour ça qu'elles sont peu denses. C'est donc de loin qu'elles s'admirent. Surtout toi qui n'aimes pas trop les petites turbulences en fusée. Les pluies, c'est des rafales de vent à plus de 2000 km/h. Sur Jupiter et Saturne, il y a des tempêtes monstrueuses, avec des orages 1000 fois plus puissants que sur Terre. Comme cette grande tache rouge là sur Jupiter. C'est une tempête phénoménale qui sévit depuis au moins 350 ans. Et si on faisait escale sur les majestueux anneaux de Saturne? Non, pas trop lourds sur les anneaux. Ils ne sont pas plats, ils ne sont pas rigides. Ce sont en fait des milliards de morceaux de glace qui tournent de manière indépendante à 65 000 km/h autour de la planète. Tu as vu ça dans notre fluidique interplanétaire? Mais non, c'est grâce notamment à la sonde
sonde Cassini qui a exploré Saturne jusqu'en 2017. Et bientôt, ce sera JUICE, une sonde européenne qui ira étudier Jupiter. D'ailleurs, vous savez que les 4 planètes géantes ont toutes des anneaux, mais ils sont moins importants et moins visibles que ceux de Saturne, qui eux sont faits de glace et donc qui reflètent la lumière. Voilà. Donc comprendre sa température, sa surface, on a parlé tout à l'heure de gaz, donc concrètement de quoi c'est fait. On a parlé de tempêtes géantes également, donc l'idée c'est de voir pourquoi ces tempêtes existent et à quoi elles ressemblent. Voilà. Et aussi pour mieux comprendre comment s'est formé tout le système solaire, et pour répondre à ta question, ça permettra aussi de démontrer que Jupiter est la plus ancienne, tout simplement. Donc ce fameux satellite qui va bientôt voyager à Jupiter, le voici. Donc il s'appelle JUICE, pour Jupiter Ice Moon Explorer, c'est-à-dire qu'il ne va pas simplement aller voir Jupiter, mais toutes les lunes, donc les 45 lunes autour de Jupiter. Donc maintenant qu'on parle de satellites, selon vous, alors il y a 2 types de satellites aujourd'hui que l'on connaît. Il y a le satellite naturel et les satellites artificiels. Selon vous, quel est le satellite naturel de la Terre? Il y en a 2. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Vas-y. Alors il a dit les satellites de communication, effectivement, WhatsApp, Instagram que vous avez sur vos téléphones, cela passe par des communications satellites. C'est pour ça qu'on a Internet sur nos téléphones. Vas-y. Pour voir la météo aussi, effectivement, donc c'est de l'observation de la Terre. Ça, vous le voyez des fois après le journal, le soir à la télé. Donc c'est les satellites qui permettent d'avoir les images. D'autres réponses? Vas-y. Pas de problème. D'autres réponses? Vas-y. D'accord. Il y a une réponse que personne n'a citée et malheureusement on voit beaucoup les satellites pour ça. Si je vous dis Russie et Ukraine, vous pensez à quoi? Alors, selon vous, à quoi servent les satellites? Oui? Comment? Pour l'armée, mais ils font quoi avec? Pourquoi l'armée, selon vous, a besoin de satellites lorsqu'il y a une guerre, et même lorsqu'il n'y a pas de guerre? Vas-y. Situer des lieux où lancer des missiles? Oui, ça fait partie des réponses. Mais ce n'est pas la réponse principale. Alors, si par exemple, on vous offre la chance de, avec un satellite, montrer la maison d'une copine ou de quelqu'un d'autre, sans que la personne ne sache, selon vous, à quoi vous sert le satellite? Vas-y. Si on sert à observer les ennemis? Oui, observer les ennemis. À situer des endroits précis, c'est ça que tu as dit? Oui. Mais la vraie réponse, enfin, oui, vas-y. Voilà, c'est la réponse que j'attendais, merci. C'était pour espionner. Donc beaucoup de satellites sont envoyés pour voir un peu différentes zones sans que les pays concernés ne sachent. Donc communiquer, on l'a dit, observer, on l'a dit, localiser, donc c'est aussi par rapport à l'armée, synchroniser, c'est aussi les horloges que l'on a sur nos téléphones, etc., sont synchronisées en général grâce aux différentes informations des satellites, en temps réel et en même temps partout sur Terre. Mesurer, il y a pas mal de satellites scientifiques qui permettent de mesurer la profondeur des océans par exemple, l'activité terrestre si jamais il y a un volcan qui va être en activité. Donc beaucoup de satellites scientifiques sont également présents pour alerter en cas de catastrophe naturelle.
Donc là, vous voyez différents types de satellites artificiels. Donc vous vous rappelez, les satellites artificiels, ce sont les satellites qui ont été construits par l'homme, contrairement aux satellites naturels, qui est la Lune. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc ils ont différentes formes différentes. Selon vous, ces panneaux, ils servent à quoi et qu'est-ce que c'est? On en a parfois sur les toits de maisons. Vas-y. Les panneaux solaires, bonne réponse. Donc les panneaux solaires servent à attirer l'énergie sur le satellite et à donner de l'énergie pour la propulsion, pour l'envoi d'informations, etc. Alors les satellites ont différentes tailles. Là, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais c'est une petite boule qui est tout en bas à gauche. Et il peut y avoir vraiment de très gros satellites qui sont en général des satellites de télécommunication qui nous permettent d'avoir du réseau et communiquer avec nos portables, sur Internet, recevoir la télé, etc. Alors, celui qui répond à cette question gagne un crayon à papier. CNES. Du coup, le plus gros satellite artificiel au monde, c'est celui-ci. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Oui? Très bien, bonne réponse. Je te donnerai le crayon après. Donc c'est l'ISS, qui est la station internationale, qui permet à des astronautes de tous les pays de rester dans l'espace, dans ces différentes cabines. C'est-à-dire qu'il y a plein de cabines, il y a des cellules où ils vivent, ils font des expériences. De la courbe C, on voit qu'elle arrive à tourner toujours autour de la Terre. Et la partie E, si on pousse trop fort, ça s'éloigne carrément de la Terre et ça ne revient même plus. C'est-à-dire que ce n'est plus atteint par la gravité. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi on arrive à trouver le juste milieu. Alors c'est déjà ici. Donc le juste milieu, en fait, c'est un effet entre gravitation. La gravitation, c'est si vous lancez une pomme en l'air, elle retombe. Il y a aussi la vitesse. Donc la vitesse, ça a été dit tout à l'heure, ça va créer une espèce de... ça s'appelle force centrifuge autour de la Terre. C'est un peu comme quand vous faites un manège et que parfois vous sentez que le manège, si vous sautez du manège, vous allez tomber beaucoup plus loin. Il y a une espèce de force qui s'appelle la force centrifuge. Et enfin, l'orbite. Donc l'orbite, c'est surtout la distance par rapport à la Terre. Donc lorsqu'on lance une fusée, un satellite rapidement par rapport à une fusée, à une bonne distance, pas trop éloigné de la Terre, pas trop loin non plus, on arrive à avoir ce schéma, donc qui donne la bonne vitesse. Donc là, c'est une orbite dite circulaire qui permet au satellite de rester continuellement autour de la Terre, à savoir qu'il est attiré par la Terre, mais à la fois il y a sa vitesse qui reste toujours permanente, donc c'est pour ça qu'il fait le tour. Si la vitesse était trop petite, il serait retombé, et si la vitesse était trop grande, le satellite serait parti très loin et ne serait plus jamais revenu. Alors sur cette diapo, vous voyez un peu le voyage de JUICE. On m'a posé la question tout à l'heure, à savoir comment on va à Jupiter. Alors c'est pas un trajet direct, mais c'est tout simplement un lancement et plusieurs escales un peu partout. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fusée Ariane n'est pas assez puissante pour envoyer directement le satellite à Jupiter, sachant que le voyage va durer 8 ans. Donc, on envoie le satellite vers différentes planètes, et ce satellite sera attiré par la gravité de ces planètes, et ça permettra naturellement, via ce qu'on appelle de la mécanique spatiale, au satellite d'être attiré, et il fera en quelque sorte des escales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le lancera vers Vénus, admettons, il sera attiré vers Vénus, c'est-à-dire qu'on ne va plus activer le moteur d'une certaine façon, on va le laisser aller vers Vénus, et une fois qu'il sera proche de Vénus, on va réactiver le moteur pour le faire aller à la planète suivante. C'est un peu comme s'il avait plusieurs escales, et ça permet aussi d'économiser de l'énergie et du carburant. Voilà, donc le voyage va durer 8 ans, et la fusée, elle décolle le 13 avril à 9h15 du matin, donc vous allez l'entendre, et j'espère que vous direz à vos parents qu'est-ce qu'il y a comme satellite à l'intérieur et vers où il ira. Donc c'est le satellite qui partira à Jupiter.
Alors rapidement, je vais parler des fusées. On a beaucoup parlé de planètes, de satellites, du satellite JUICE qui ira vers Jupiter. Donc maintenant, les différentes fusées qui existent en Guyane, au Centre spatial guyanais. Est-ce que vous les connaissez déjà ou pas? Si oui, est-ce que quelqu'un peut en parler? Vas-y. Le micro? Tu as le micro? La Soyouz, il est dans un aéroport. La Soyouz. Alors la Soyouz, il y a une anecdote autour de la Soyouz, c'est qu'on ne l'envoie plus malheureusement depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que la Russie a voulu récupérer ses fusées, donc elle ne sera plus envoyée de Guyane. Donc aujourd'hui, on a 2 fusées, 3 fusées. Donc la fusée Vega, qui est la fusée la plus à gauche, la fusée Vega C, qui est un peu plus grande que la Vega, et l'Ariane 5, qui partira dans 2 semaines à peu près pour envoyer le satellite qui ira à Jupiter. Et à partir de 2024, il y aura les fusées Ariane 6 qui seront beaucoup plus grosses et plus grandes, qui partiront depuis le Centre spatial guyanais. Donc là, c'est une photo de lancement Vega pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc on voit qu'il y a une forte poussée au démarrage, avec beaucoup de fumée autour. Et là, vous voyez un schéma de la fusée Ariane 5 avec le satellite JUICE qui ira à Jupiter à son bord. Donc sur cette image, selon vous, où se situe le satellite? Sur cette image. Il est en haut, en bas de la fusée. Vous l'auriez mis où, vous, le satellite? Vas-y. Au milieu. Donc selon toi, il est vers là, c'est ça? T'arrives à voir? Ok. D'autres réponses? À côté, vas-y. Il est en haut. Ok, vas-y. Il est en haut aussi. D'autres propositions? Donc c'est une bonne réponse. Alors il n'est pas au milieu. Au milieu, c'est surtout les matières qui vont permettre la propulsion. Mais il est tout en haut. Il est ici. C'est l'espèce de petit cube qui est là. Donc une fois qu'il est là, on le protège à l'aide d'une coiffe. Et après, une fois que la fusée décolle, cette coiffe sort de nouveau et le satellite est lâché. Donc, donc le satellite est lâché, à l'aide des antennes, on arrive à le situer dans l'espace et le télécommander à distance. Voilà, et lorsqu'il sera déployé, il ressemblera à ça. Alors je vais vous mettre une petite vidéo de 2 minutes. Pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Alors c'est une vidéo en anglais, donc ça vous permettra de travailler votre anglais, mais je vais commenter aussi pour vous expliquer ce qu'on nous montre. Donc là c'est Jupiter qu'on vous montre en image de synthèse. Là, ce sont les lunes qui tournent autour de Jupiter, son nombre de 45. Là, ce sont de vraies images de Jupiter. Donc, vous pouvez voir ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les tempêtes et les gaz. Là, c'est le satellite qui partira bientôt. Là, ce sont les vraies images du satellite lorsqu'on le fabrique. Donc, il a été fabriqué en France, à Toulouse. Donc là, la dame explique qu'il y a eu près de 2000 personnes, 23 pays qui ont travaillé sur ce satellite qui partira de Guyane dans 2 semaines. Il y a eu la NASA, l'agence spatiale japonaise, l'agence spatiale israélienne aussi. Là, c'est Ariane 5.
en image de synthèse. Donc ça vous montre un peu le décollage de la fusée. Donc un voyage de 8 ans avec différentes manœuvres assez périlleuses. Là, elle dit, la dame, qu'il y aura différents dangers tels que la radiation. Donc ce seront des phénomènes physiques qui vont peut-être aussi endommager le satellite. Alors là, ce sont les équipes qui vont télécommander le satellite. Donc là, vous voyez la salle où il sera commandé. Et là, elle dit que les lunes seront peut-être constituées comme ça, les lunes autour de Jupiter. Il y aura peut-être de l'eau, de la glace, un peu comme on connaît sur la Terre. Quand vous voyez la fusée de chez vous, vous voyez le petit point lumineux, là on la voit beaucoup plus proche. Voilà, donc n'oubliez pas, vous donnerez rendez-vous à vos parents pour le lancement. Vous serez en vacances d'ailleurs, à 9 h, il faudra juste se réveiller assez tôt. Qui est un peu le représentant de l'État au niveau Guyane sur l'aspect espace. Donc le CNES est un donneur d'ordre qui gère le site de la base spatiale à Kourou. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà allé à la base spatiale à Kourou, a déjà vu? Levez la main tous ceux qui l'ont déjà fait. D'accord. C'est très bien, il y a beaucoup de monde. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, n'hésitez pas à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des visites de la base spatiale qui sont gratuites. Il faut s'inscrire sur Internet. Alors vous qui habitez Cayenne, il faudra aller sur Kourou. Mais une fois que vous êtes au centre spatial, il y a un bus qui vous accueille, qui vous fait le tour de la base spatiale. Tout ça gratuitement pour vous montrer les installations. Donc là, on voit un peu tout ce qu'il y a à Kourou. Donc l'image qui est là, alors c'est assez petit, mais c'est le centre de contrôle. C'est là où on regarde les paramètres de la fusée avant son décollage. Donc il y a également des antennes un peu partout. Il y a une antenne sur Cayenne qui arrive à suivre la fusée quand elle décolle. Elle n'est pas très loin d'ici, je dirais même à 5 minutes, allez, à 10 minutes à pied. Est-ce que vous savez où elle se trouve? C'est un radar, pour être précis. Vous êtes déjà passé devant, c'est sûr. Mais elle est cachée. Vas-y. Ah, tu ne levais pas la main. Ok. Dis-moi. Oui, il y a un espace dégagé autour, effectivement. Mais c'est sur une colline, c'est pas une plaine. C'est dans cette direction, mais dites-moi le nom de l'endroit. C'est près de la mer. Vas-y. À Montabo, très bonne réponse. En fait, sur Montabo, il y a la colline de Montabo et il y a une pancarte marquée, il y a l'image d'un radar. Et c'est là qu'il y a un radar qui suit la fusée une fois qu'elle décolle de Kourou. Alors je vais passer rapidement. Donc le CNES est dans différents sites, dont la Guyane. Il y a le centre spatial de Toulouse aussi, qui est un très gros site, où on va suivre JUICE. Et pour terminer ma présentation, il nous reste à peu près 20 minutes. Je vais vous parler de mon parcours en tant qu'ancien élève du collège, et puis les différents métiers que vous pourrez trouver au Centre spatial guyanais si ce type de carrière vous intéresse. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, là c'était moi au collège Zéphyr, à l'époque, donc j'étais en 3e E. Voilà, donc j'ai fait une 3e, j'étais un élève, je dirais, assez moyen pour être honnête. J'ai pas assez travaillé et je pense que si c'était à refaire, j'aurais un peu plus travaillé quand même, plutôt que de regarder la télé, puisque ça m'a rien apporté de regarder la télé. Et c'est vrai que faire ses devoirs, être assidu, c'est toujours, ça sert toujours pour la suite, tout simplement. Donc après le collège Zéphyr, donc c'est l'ancien nom de Gérard Holder,
Je suis parti au lycée Félix Éboué où j'ai fait une seconde générale. Et après, j'ai terminé par une première et une terminale économique et sociale. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu différent par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire que vous avez plus de spécialités à choisir. Mais en gros, j'ai pris des matières dites générales pour continuer mon cursus. Vous n'avez pas de questions pour l'instant? Alors le collège n'a pas beaucoup changé. Il ressemblait à ça aussi à l'époque. Il n'y avait pas de cantine par contre. Donc c'était assez compliqué pour manger. Des fois, il y avait des élèves qui allaient dans les restaurants autour. Mais là, sachez que la cantine, c'est une chance parce qu'elle n'y était pas à l'époque. Vas-y. Tu n'as pas faim après être passé de la cantine, l'après-midi? Ah bon? En tout cas, nous, à l'époque, il y en avait qui ne mangeaient pas, malheureusement. Donc, même si ce n'est pas forcément très bon, dites-vous que vous avez quand même à manger. Donc, rapidement, après le lycée Félix Éboué, j'ai pu faire des études assez longues, mais ce n'est pas non plus une règle pour travailler au Centre spatial guyanais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait un cursus assez général où j'ai fait un bac plus 2. Donc 2 années après le baccalauréat, donc, où j'ai étudié le management de la qualité. Donc c'est mon métier actuellement au Centre spatial. Je vous dirai à peu près à quoi ça sert et pourquoi ça existe. Donc j'ai fait mes études en région parisienne, ensuite à Toulouse, en région parisienne de nouveau et Toulouse. Sachant que Toulouse c'est un peu la ville en métropole où on étudie tous les aspects donc, aéronautiques pour les avions et le spatial pour les fusées. Et j'ai eu la chance après de travailler dans d'autres sociétés, en stage ou en contrat plus long. Donc quelques photos de moi au centre spatial. Donc la photo qui est là, c'est au centre de contrôle, à savoir que lorsque la fusée décolle, on a différentes opérations pour permettre à la fusée de bien décoller. Et maintenant mon métier. Donc mon métier, il n'est pas forcément évident à expliquer, mais je vais vous poser des questions, je pense que ça vous permettra de mieux comprendre. Quel est votre plat préféré? Vas-y. Très bien. Qui d'autre? Allez-y, là c'est facile de répondre. Banane pesée, ok. Qui d'autre? Ah, pardon. Bami et Colombo. C'est très bon, je confirme. Qui d'autre? Les autres, vous ne connaissez pas de plat. Vous mangez rien. Je t'écoute. Vas-y. Vas-y. Haricots blancs. Ok, pourquoi pas. Alors, pourquoi je pose cette question? C'est en général... L'autre question, c'est est-ce que les plats que vous mangez, on prend l'exemple des haricots blancs, si vos parents les font, ou si vous pouvez aussi faire peut-être des gâteaux, etc., est-ce que ça a toujours le même goût ou pas? Alors la réponse, elle est non. En général, d'un plat à l'autre, les goûts sont différents parce que lorsqu'on fait une série de, alors je vais appeler ça des tâches, qui permettent de faire un plat, ben parfois ça varie en termes de quantité, en termes d'ingrédients aussi, c'est pas les mêmes ingrédients. Donc si je fais le parallèle avec le monde du spatial, dans le spatial, on doit tout le temps lancer de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un lancement qui aujourd'hui est très bien et demain est mauvais. Parce que si un lancement est mauvais, il peut y avoir un vrai risque pour les populations, c'est-à-dire que la fusée elle peut exploser, etc. Donc il y a des professionnels qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien comme prévu et tout le temps. C'est comme si j'aurais été un professionnel pour m'assurer que le bami que vous allez manger a toujours le même goût. Donc ça s'appelle le management de la qualité. Donc on est en charge de vérifier que dans toutes les tâches, toute l'organisation, tout soit réglé au millimètre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérive, pas d'anomalie, et qu'on ne se retrouve pas avec un produit final qui ne soit pas conforme aux attentes, tout simplement. Donc plus concrètement, c'est définir les règles de travail, s'assurer de la conformité des nouveaux équipements,
Parce que le bami, par exemple, si demain vous avez une nouvelle cuisine, peut-être qu'il aura un autre goût parce que vous n'avez pas le même four, ça ne sera pas la même cuisson. Donc lorsqu'on accueille un nouvel équipement, il y a une série de validations. Dis-moi. Je vais répondre à la fin. Résoudre les problèmes aussi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ça permet de tout de suite le résoudre pour ne pas être bloqué. Admettons, vous faites des haricots blancs et il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne mangez pas. Voilà. Donc si demain on doit lancer une fusée et qu'il n'y a plus d'électricité, on doit être capable de réagir et de trouver rapidement des solutions. Donc c'est mon métier. D'autres questions? À part le salaire? Vas-y. Alors sur ce métier, oui, j'ai fait de longues études, mais c'est possible de l'intégrer aussi avec des études moins longues. Oui? Oui. Un jour, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, il faut que je travaille à l'école. Simplement. C'est-à-dire que j'étais moyen, mais après j'ai fait en sorte de travailler beaucoup plus. Et le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que même si aujourd'hui, peut-être je ne connais pas votre niveau, j'espère qu'il est le meilleur possible, mais si aujourd'hui vous avez des difficultés, c'est jamais définitif. Vous avez le choix de pouvoir travailler beaucoup plus et vous verrez que si vous travaillez beaucoup plus, les notes vont s'améliorer. C'est ce qui m'est arrivé. Et l'exemple, c'est la physique-chimie. Je me rappelle qu'au lycée, j'étais pas bon du tout, j'avais 5 de moyenne. Et arrivé vers la fin de l'année, on m'a dit, si tu veux aller dans une classe générale, il faut avoir la moyenne en physique-chimie. Donc un week-end, au lieu d'aller jouer avec les amis sur le parking comme d'habitude au foot, je suis resté chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai relu mes leçons et j'ai eu une super note au contrôle d'après. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait c'est très très simple d'avoir un bon métier plus tard, d'avoir une belle situation dans la vie. C'est juste à la portée de tout le monde, c'est-à-dire être sérieux dans vos devoirs, dans vos leçons. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps lire vos leçons, etc. Il y aura forcément un temps de loisir et tout, mais il faut être accordé du temps et de manière régulière à vos leçons et devoirs. Vous avez d'autres questions? Je vais vous montrer rapidement une carte qui montre les métiers au centre spatial. Regardez les différents métiers. Je vais vous lire rapidement les différentes catégories et puis après on pourra les commenter, en discuter et vous dire aussi quels sont les différents niveaux d'études attendus pour chacune des catégories. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle compétences transverses. Donc c'est entre autres la communication, comment donc au Centre national d'études spatiales au CNES, on communique. Donc il y a des professionnels qui ont fait des études de communication. Il y a l'achat juridique. Donc là ce sont les lois, étudier les décrets, les lois qui permettent de rédiger des contrats. Il faut être assez rigoureux dans ce type de métier, aimer lire la loi et ça permet de... En tout cas le CNES a des besoins. Lorsqu'on rédige des contrats avec d'autres sociétés qui viennent sur la base spatiale, on a besoin d'acheteurs et de juristes. Ensuite, il y a des métiers dits de coopération internationale, donc c'est plus des métiers liés au marketing et à la vente, c'est-à-dire qu'il faut nouer des partenariats avec d'autres pays, avec d'autres agences spatiales, et pour ça on a besoin de professionnels qui soient en mesure de vendre un produit, de présenter de manière très claire les activités, etc. Ensuite, on a la gestion de projet. Donc si on reprend les haricots blancs, en gros, les haricots blancs, il y a toute une série d'étapes. Acheter les ingrédients, préparer les machines pour cuisiner, servir le plat. Donc tout ça, il faut des professionnels qui soient capables de comprendre un peu toutes les étapes et de faire en sorte qu'elles fonctionnent bien. Vas-y. Comment on a trouvé les étapes? Comment? Comment on a trouvé les étapes? Je n'ai pas compris. Comment on a trouvé les étapes? Ah, les étapes. Alors ce sont dans des livres, hein. Tout est déjà expliqué aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des normes
qui définissent un peu les différentes règles qui existent. Et ces règles, on peut les appliquer dans tout type d'entreprise. Voilà, donc ça, si ce sont des métiers qui t'intéressent, tu les apprendras lors de tes études, par exemple. Un jour, il y a quelqu'un qui a essayé, qui s'est trompé, qui a corrigé, ça a marché, donc il a écrit tout ça dans un livre. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ensuite, sur la base spatiale, il y a des métiers liés à ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire construire de nouveaux bâtiments. Donc là, ce sont des métiers qui nécessitent, enfin, ça dépend, il y a des longues études, des études courtes. Donc tout ce qui est lié à l'électricité, faire en sorte qu'il y ait de l'éclairage, de la clim.